On a parfois l'impression que l'humanité est ballottée d'une catastrophe à l'autre. Les catastrophes sont des événements indésirables aux lourdes conséquences, comme une maladie grave qui attaque le corps sans crier gare. Une catastrophe, c'est un événement qui a eu lieu et qui nous a débordés. Et qui touche quelques 200 millions d'individus par an. Il n'y a donc apparemment rien de bon là-dedans. Et pourtant... Trotz der Katastrophen ist der Mensch natürlich immer noch da. Un miracle en somme. Enfin, peut-être pas. Et si les catastrophes étaient une composante à part entière de l'humanité? Et si elles nous faisaient progresser, voire même étaient le moteur de notre développement? Jouons carte sur table et examinons de plus près les catastrophes passées. À première vue, il semble assez absurde et cynique de penser qu'elles nous ont fait progresser. D'ailleurs, on ne peut pas toutes les mettre dans le même panier. Il y a d'une part les catastrophes dites naturelles, comme les séismes, les événements climatiques extrêmes et les pandémies, et d'autre part, celles d'origine humaine, comme les guerres et les accidents technologiques. Mais pour les services de protection civile, peu importe. Un événement devient une catastrophe wenn die Infrastruktur insofern geschädigt ist, dass eine Funktionsfähigkeit der Gesellschaft nicht mehr gegeben ist und Hilfe über die lokale, regionale, nationale, aber auch internationale Ebene gefordert ist. In der Katastrophe bricht also alle Orientierung weg. Das heißt, eben auch jedes Motiv zum Handeln. Jedes Signal, an dem wir uns orientieren können, verliert seine Bedeutung. Und als solches kollabiert dann eben nicht nur irgendwie die physische Umwelt um einen drumherum, sondern alles, was einen selber überhaupt erst zum Menschen gemacht hat. Les catastrophes menacent notre existence et mettent aussi à l'épreuve notre humanité. Chacune d'entre elles remet les compteurs à zéro et nous place dans l'obligation d'inventer des technologies et des outils qui nous protégeront mieux la fois suivante. Un vecteur, en somme, de solutions et de changements. Elles sont aussi propres à l'espèce humaine. Un arbre, par exemple, ne peut pas se protéger d'une catastrophe, ni en témoigner en tant que survivant. Nous, en revanche, pouvons les étudier pour tenter de mieux comprendre notamment leurs mécanismes et leur déroulement. La plupart du temps, la catastrophe arrive à bas bruit. Et lorsqu'on se rend compte de sa présence et qu'on essaye en vain de l'enrayer, elle est déjà bien installée. La catastrophe, c'est un événement qui va dépasser nos capacités de gestion et qui va nous faire perdre quelque chose qui a beaucoup de valeur. Alors, ça peut être des pertes en vie humaine, des pertes significatives pour l'environnement ou des pertes économiques qui dépassent nos capacités à les absorber. Une catastrophe est un malheur, mais un malheur qui nous fait perdre quelque chose quasiment d'irréversible. La notion de catastrophe dépend donc de la valeur que nous accordons à ce qui est détruit. Prenons ces pots de fleurs. Ces plantes sont assez jolies, d'accord, mais leur valeur monétaire est plutôt faible. Et si l'un de ces pots tombe, si vous n'avez rien qui va peut-être recevoir le pot de fleurs, alors ça reste quelque chose qui est juste une chute. On ne peut donc pas parler de catastrophe. Mais si le pot tombe sur un chien, c'est déjà nettement plus grave. Et que se passe-t-il si un bébé est touché? Ça devient
une catastrophe dont la sévérité est tellement élevée que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour vous, c'est une catastrophe pour la famille, et ça va être perçu comme une catastrophe par la société parce que c'est quelqu'un de très vulnérable qu'il faut protéger. Car les bébés ne sont pas seulement mignons, ils assurent aussi notre avenir. C'est grâce à eux que nos sociétés et nos cultures se perpétuent. La mort d'un enfant menace donc en partie le futur. C'est pourquoi leur protection revêt une telle importance. Un enfant blessé ou tué est une catastrophe. C'est un échec pour la société, qui voit sa propre existence mise en péril. Und insofern sagen wir eigentlich, dass jede Katastrophe die gesellschaftlichen Schwachstellen als solchen offenbart. Sie zeigt, was wir eigentlich alles falsch gemacht haben. La catastrophe est en quelque sorte un maître brutal. Elle nous punit en nous privant d'un bien précieux, en même temps qu'elle pointe du doigt les faiblesses de nos systèmes. Mais cela suffit-il pour nous améliorer? Regardons de plus près les structures impactées ainsi que les facteurs en jeu, pour ainsi dire les ingrédients des catastrophes. Le risque de catastrophe puise sa source dans différents domaines: économie, environnement, société et politique. Avec comme catalyseur potentiel la pauvreté, le changement climatique, la fragilité des systèmes de santé et les conflits sociaux. Étymologiquement, catastrophe dérive du grec catastropher et signifie retournement, renversement. C'est un moment de bifurcation. Un moment de bifurcation. Qu'est-ce que cela signifie au juste? In der Theatersprache ist das der Moment, in dem sich bei einer Tragödie oder einem Drama ein Umschlagpunkt ergibt. Und der kann sich sowohl zum Positiven als auch zum Negativen neigen. Est-ce à ce moment-là que nous tirons les leçons de nos erreurs? Wenn man sich die Geschichte der Katastrophen sozusagen auf einem Zeitstrahl vorstellt, dann gibt es natürlich eine Vielzahl von Ereignissen im Kontinuum der Zeit. Und man kann sich natürlich fragen, gibt es Wendepunkte? Bestimmte Ereignisse, an denen es Kipppunkte gibt, bei Weltbild, in der Wahrnehmung von Katastrophen, in der Adaption von Katastrophen. Adaptation et réajustement de notre vision du monde. Des concepts pour le moins abstraits. Et en quoi cela nous aurait-il fait progresser? Prenons l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire de l'humanité, la peste. En 7 ans, cette maladie a décimé plus de la moitié de la population européenne. À l'époque, au XIVe siècle, la mort noire était considérée par beaucoup comme une punition divine infligée à ceux qui avaient péché. Certains, cependant, n'ont pas accepté cette explication et ont conduit leur propre réflexion. D'où la théorie, par exemple, de la corruption de l'air par des effluves qui sortaient de terre lors de certaines conjonctions astrales. Pour combattre ces miasmes, on avait recours à la fumigation et au parfum. Guère utile. Une chose en revanche l'était, l'aération. On avait compris que la peste était contagieuse et qu'aérer réduisait le risque de transmission. Die Theorie, dass Menschen sich auch gegenseitig infizieren können, das war ja eine tatsächliche empirische Beobachtung, hat auch zu der Entwicklung der Idee einer Isolierung der Kranken geführt. C'est ainsi qu'est née la quarantaine, qui fait encore aujourd'hui partie de l'arsenal de lutte contre les épidémies. La peste a non seulement changé notre vision du monde et notre conception de l'être humain, elle a aussi bouleversé l'économie de l'époque et par conséquent les structures sociales. L'épidémie a porté un coup fatal au système féodal et modifié les rapports de propriété. Man muss bedenken, dass viele Leute im Angesicht der Katastrophe ihr Seelenheil zu sichern versuchten, indem sie stifteten und spendeten. Und diese Stiftungen gingen oft auch zum allgemeinen Nutzen an Hospitäler. Und diese Hospitäler waren nach der Pest oft die größten Grundbesitzer. L'épidémie et son cortège de victimes ont donc été une chance pour les survivants. Richement dotés, les hôpitaux ont investi dans la recherche, donnant un élan considérable à la médecine. En ce sens, la peste a changé le monde et a sans doute contribué à améliorer la société. Les catastrophes sont donc bien des facteurs de changement.
Autre exemple, le séisme de Lisbonne survenu en 1755, l'une des plus grandes catastrophes naturelles ayant frappé l'Europe, est lui aussi activateur d'une nouvelle vision du monde. Einmal geht es die Rechtfertigung einer göttlichen Macht oder Gottes angesichts dieser Katastrophe, weil sie eben auch an einem Feiertag eintraf, weil die Menschen sich vor dem Erdbeben und Tsunami in die Kirchen gerettet hatten, um dort zu beten und dort von den einstürzenden Kirchen besonders getroffen wurden, war das ein Riesendiskussionspunkt. Cette catastrophe a inspiré à Voltaire un poème, puis un conte, Candide. Le philosophe des Lumières ne considérait pas les séismes comme une punition divine et a tourné en dérision la réaction de l'Église. Un peu comme le marquis de Pombal, Premier ministre du Royaume du Portugal, pour qui la catastrophe n'était pas l'œuvre de Dieu, mais la conséquence d'erreurs de conception et de construction, et donc d'origine humaine. Hat zunächst mal Schäden erhoben. Man könnte ihn in gewisser Hinsicht auch an den Anfang eines Zweiges der wissenschaftlichen Erforschung von Erdbeben, der Seismologie, stellen. Und er hat auf Pläne zurückgegriffen, die Altstadt von Lissabon wieder neu aufzubauen, und zwar in einer sehr rationalen Weise. Und das hat einen enormen Modernisierungsschub ausgelöst. L'Église et la foi ont été en quelque sorte les perdantes du séisme de Lisbonne, tandis que la gagnante de la catastrophe a été la science moderne. Mais celle-ci est ambivalente, avec deux facettes. Une première qui sauve, améliore, protège, et une autre, plus sombre, qui menace la vie. Diese Art des Technikoptimismus führte dann in den Ersten Weltkrieg hinein, vielleicht eben auch noch in den Zweiten. Wobei Krisen und Katastrophen sind immer Initiationsmomente für neue Institutionen. Institutionen im Sinne von Einrichtungen wie dem Völkerbund oder den Vereinten Nationen, eben, die versuchen, die destruktiven Kräfte, die am Wirken sind, zu zähmen. Quand la maison brûle, il faut éteindre le feu. Mieux les institutions sont armées, mieux elles parviendront à maîtriser l'incendie mondial. À propos de feu, justement, à l'époque antique, la ville de Rome connaissait jusqu'à 100 incendies par jour. L'empereur Auguste a alors eu l'idée d'engager des vigiles chargés d'éteindre les flammes. Les sapeurs-pompiers étaient nés. Une avancée majeure dont nous profitons encore aujourd'hui, même si la profession a quelque peu évolué depuis. Die Feuerwehr ist eigentlich dafür da, retten, bergen, schützen und löschen. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr weites Portfolio. Von einem kleinen Feuer, über eine technische Hilfeleistung, über die Katze im Baum, die eigentlich jeder mit der Feuerwehr in Verbindung bringt, bis zu großen Schadenslagen. Que les catastrophes soient un moteur de développement, d'accord, mais cela ne sert pas à grand-chose aux victimes. Die Herausforderung ist, inwiefern wir das, was gerade passiert, mit unseren eigenen Kräften auch bewerkstelligen können. Vor die Lage zu kommen, bevor sie zuschlägt. Wenn das nicht 100%ig gewährleistet werden kann, dann können wir davon ausgehen, dass eine Katastrophe auf dem Weg ist. Comme en février 2023, lors des séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie. L'accès à l'information, mais surtout à la nourriture et à l'eau potable, est rendu difficile. Les besoins sont immenses. Abris d'urgence, premiers secours, évacuation, prise en charge psychosociale, recherche des disparus et soins aux blessés. Autant de missions assurées par les pompiers. C'est ainsi que les vigiles de l'empereur Auguste ont donné naissance à la protection civile moderne. Les humains ont appris de chaque catastrophe, en inventant de nouvelles techniques et en mettant au point de nouveaux équipements. Denn durch eine gesunde Fehlerkultur können wir entsprechend auch die Fehler beseitigen und wachsen. Deswegen heißt das immer bei uns, train hard, fight easy. S'entraîner à affronter le pire est donc une nécessité. Mais avons-nous besoin de catastrophes, ou du moins d'une menace permanente, pour rester en alerte et être paré à toute éventualité? Et que se passe-t-il si la catastrophe n'a pas lieu, ou si la menace diminue, comme celle de la guerre nucléaire après la fin de la guerre froide?
Perdons-nous alors nos capacités de réaction? Pendant la guerre froide, on a construit des abris anti-atomiques, comme celui-ci, qui date de 1977. Situé dans une station de métro de Berlin, il pouvait accueillir 3339 personnes et était équipé de telle sorte qu'elles auraient pu y survivre pendant 2 semaines. Aujourd'hui, cet abri est un musée. Sur les 2000 abris souterrains publics construits en Allemagne, il en reste environ 580. De quoi sauver moins de 1% de la population. Et la plupart ne sont plus opérationnels. La France n'est guère mieux lotie, avec 1 millier d'abris qui ne pourraient accueillir en cas d'urgence qu'une petite fraction de la population. Avons-nous besoin d'une menace permanente pour ne pas baisser la garde et rester vigilants? En fait, si un conflit nucléaire devait éclater, les abris ne seraient que d'une utilité limitée car nous n'aurions pas vraiment le temps de les atteindre. En revanche, la guerre en Ukraine ravive le risque de guerre conventionnelle, y compris au cœur de l'Europe. En Allemagne, les sirènes ont connu le même sort que les abris. La moitié d'entre elles ont été démantelées et beaucoup de celles restantes ne fonctionnent plus. Mais avec l'augmentation de la menace, les systèmes d'alerte reviennent au premier plan et les applications de téléphone portable sont autant plébiscitées que les sirènes traditionnelles. Les radiotransistors restent également une bonne source d'information en cas de catastrophe. Rafraîchir la mémoire de catastrophes, rafraîchir aussi les discussions sur nos capacités à rebondir. C'est ce maintien de cette culture du risque au quotidien, c'est cette mobilisation qui va créer un événement réflexe sur ces risques de catastrophe. Tirer les leçons des catastrophes, c'est bien, mais mieux vaudrait ne pas en subir du tout. Ne pourrions-nous pas les éviter avec les connaissances que nous avons acquises à leur sujet ? C'est assez difficile dans le cas d'un événement naturel. Mais pouvons-nous au moins en atténuer les conséquences, en termes de nombre de victimes et d'intensité des dégâts? Examinons les différents axes de la gestion des catastrophes. L'analyse des risques. Elle comprend par exemple le calcul de probabilité des phénomènes naturels extrêmes. La prévention, elle passe par des moyens techniques comme les digues, les abris ou les systèmes d'alerte précoce. La préparation, par exemple les plans d'évacuation, les réserves de nourriture et de médicaments. Et le transfert de risque. Il est effectué par les assurances qui contribuent à une réparation rapide des dommages, qu'ils concernent des infrastructures ou le domaine écologique. On a fait les comptes. Chaque euro investi dans la réduction des risques permet d'en économiser 15 lors de la reconstruction post-catastrophe. Étant donné que nous n'en avons jamais su autant sur les catastrophes et que nous n'avons jamais disposé d'autant de moyens techniques pour les combattre, on pourrait espérer que leur nombre diminue bientôt. Malheureusement, au vu du changement climatique, c'est plutôt le contraire qui se profile. Certaines régions sont toutefois plus vulnérables que d'autres. C'est le cas notamment des pays africains et asiatiques situés le long de l'équateur. Les événements météorologiques extrêmes y sont plus violents et plus fréquents qu'ailleurs. Et les catastrophes ont un effet boule de neige. Une sécheresse est suivie d'une famine qui débouche sur une guerre et souvent sur l'exil des populations. Sans compter que plus les infrastructures critiques comme l'électricité, l'eau, les transports et les communications sont faibles, plus la misère s'aggrave. Wir verlieren immer mehr durch Katastrophen. Also die ökonomischen Schäden, die nehmen zu. Nicht aber unbedingt die Menschenopfer. Im Gegenteil, da sind die Zahlen global gesehen tendenziell eher rückläufig. Wir haben schlicht mehr, was wir verlieren können. Kritische Infrastrukturen, an die wir alles gehängt haben, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter. Und das Ökonomische ist sowieso alles aufs Engste vernetzt. Also dahingehend sehe ich das Katastrophenrisiko schon tendenziell zunehmend. Qui plus est, les catastrophes ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. C'est pourquoi il est important, pour l'intérêt de chaque État, d'identifier les points faibles, d'améliorer les structures concernées et de renforcer chacun des maillons de la chaîne.
c'est les Nations Unies pour la prévention des risques de catastrophes qui font un travail significatif pour à la fois mettre en lien les États, mais partager, faire en sorte qu'il y ait un partage des savoirs et des connaissances entre États et qu'il y ait des solidarités et des réflexes de solidarité. Mais aussi bien préparés que nous soyons, il reste un risque que nous ne pouvons maîtriser que partiellement, l'être humain. À quoi servent les meilleurs plans s'ils échouent à cause de ce facteur? Dans quelle mesure notre comportement est-il adapté ou non? Voyons ce que les études en psychologie sociale nous apprennent à ce sujet. Les chercheurs distinguent 4 types de profils. Altruiste, qui aide autrui sans rechercher son avantage personnel. Prosocial, qui est animé par la coopération et le soutien mutuel. Individualiste, qui se préoccupe avant tout de ses propres intérêts. Et compétitif, qui se voit en concurrence avec les autres. Vous avez bien sûr deviné les profils les plus utiles en cas de catastrophe. Altruismus ist vor allem in Extremsituationen wichtig, weil Menschen, die altruistisch sind, nicht auf ihre Kosten achten, sondern vor allem auf den Nutzen, den ihre Handlungen haben für andere. Das bedeutet, sie können in Extremsituationen tatsächlich Leben retten. Mais les altruistes sont-ils assez nombreux? Une expérience menée par des chercheurs donne quelques éléments de réponse. Une somme d'argent est répartie entre 2 participants. Combien chacun donne-t-il volontairement à l'autre et combien garde-t-il pour lui? Und genau dieser Unterschied zwischen den Menschen interessiert uns. Warum reagieren die einen automatisch spontan altruistisch, manche prosozial, aber warum gibt es auch Personen, für die ist selbstverständlich, dass ihr eigenes Wohl zuallererst kommt? Les scientifiques Murphy, Ackerman et Landgraf, qui ont étudié l'orientation sociale pendant plus de 50 ans, sont arrivés à la conclusion que 60% des personnes agissaient de manière prosociale et qu'en cas de catastrophe, ce pourcentage augmentait. Dieses panische Verhalten bis hin zum asozialen Verhalten, das Gegeneinander dann, ist die absolut empirische Ausnahme, kommt mindestens in Katastrophen so gut wie gar nicht vor. Das prosoziale Verhalten ist das, was in der Katastrophe ganz klar empirisch dominiert. Hollywood fait-il fausse route? C'est en tout cas l'avis de l'écrivaine Rebecca Solnit. Dans son essai « Un paradis en enfer », elle analyse comment le séisme de 1906 à San Francisco ou l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005 ont fait émerger des comportements solidaires. Sa conclusion, aussi terrible que soient les catastrophes, elle nous oblige à repenser notre rapport aux autres et incite au dépassement de soi. Und damit meint sie, im Gegensatz zur älteren Forschung, dass die große Katastrophe nicht zu einer Zersetzung der Gesellschaft, zum Plündern und Rauben und Morden geführt hat, sondern im Gegenteil zu Solidarität, zu gegenseitiger Hilfe, zu Unterstützung. C'est une bonne nouvelle. Nous valons apparemment mieux que notre réputation d'affreux égoïstes. La plupart d'entre nous ressentent de la compassion face à la souffrance d'autrui et décident de passer à l'action. Es gibt Menschen, die können sehr viel Empathie empfinden und trotzdem noch die Trennung vollziehen zwischen sich selber und den leidenden Menschen. Die können also trotzdem noch handlungsfähig bleiben, auch im Angesicht von Not und Elend. Und das ist der Mechanismus, der am produktivsten ist, um Hilfeverhalten auszulösen. Sans ce mécanisme, sans les secouristes souvent bénévoles, les victimes seraient beaucoup plus nombreuses. Et ce potentiel empathique se trouve chez beaucoup d'entre nous. Und insofern könnte man behaupten, natürlich ist es besser, wenn die Katastrophe nicht eintritt. Aber wenn sie eintritt, hat sie vielleicht indirekt den positiven Effekt, uns darauf aufmerksam zu machen, dass Solidarität eben doch eine Tugend ist, die der Gesellschaft gut zu Gesichte steht. C'est peut-être la leçon la plus importante que nous pouvons tirer des catastrophes. La compassion et l'empathie sont essentielles à la survie et améliorent aussi notre vie au quotidien. Bien sûr, les réserves de nourriture nous empêcheront de mourir de faim en cas d'urgence.
Mais sans solidarité, qu'il vaudrait mieux déjà pratiquer avant la catastrophe, nous n'irons pas loin. Alors oui, les catastrophes peuvent nous faire évoluer. Elles ont été le moteur d'invention, de progrès médicaux. Elles ont changé notre vision du monde. Et elles nous font comprendre que l'on s'en sort toujours mieux avec les autres.